voyage interstellaire dépend entièrement du warp. L'univers matériel n'est que l'un des aspects de la réalité. Il existe un univers parallèle, séparé du nôtre et immatériel, communément connu sous le nom d'immatérium. L'étude et l'exploitation de l'Empire Rin relèvent du domaine particulier de la technologie warp, dont la plus grande réussite est le voyage warp. L'espace warp peut être décrit comme un océan d'énergie brute, infiniment vaste et profond. Cette énergie véhicule les pensées errantes, les émotions spontanées, les fragments de souvenirs et les croyances inébranlables de ceux qui vivent dans l'univers matériel. Ceux qui voient dans l'astral ou le mystique et acceptent d'en parler prétendent que la mer des âmes commence à exister en même temps que l'univers matériel et que les deux dimensions sont liées de façon permanente et inextricable. De même qu'il existe un monde physique, l'espace warp est selon eux le monde des choses spirituelles. L'écrivain le plus connu et le plus prolifique sur ce sujet fut l'hérétique Elijah de Méphisto V, exécuté publiquement par un conclave de l'Inquisition à la fin du XXXe millénaire. Ses écrits étaient ésotériques, jusqu'à la limite de l'hérésie, et tellement empreints de mysticisme que peu d'érudits pouvaient en décoder le contenu. Elijah décrit les lois gouvernant le warp comme étant très différentes de celles de l'univers matériel, ce dont aucun homme sensé n'est capable. En parlant d'une dimension à part entière faite d'énergie incontrôlée et en perpétuel mouvement. Les forces du warp grondent comme le plus agité des torrents. Si un mortel pouvait en percevoir le son, il entendrait simultanément tous les bruits de l'univers et cette expérience le rendrait fou au plus haut degré. Plusieurs de ces sources censurées se réfèrent à l'humanité comme une race psychiquement harmonisée, chaque être humain ayant une présence dans le warp. Comme d'autres auteurs, Elijah insiste sur le fait que l'homme n'a pas encore accompli sa transition pour devenir pleinement maître de son potentiel psychique et que tant que cette évolution ne sera pas achevée, les individus développant des facultés psychiques agiront comme des balises pour les entités du warp, mettant ainsi le domaine matériel en danger. Seul le rattachement rituel à l'empereur peut protéger la plupart des psykers des périls du warp, car seuls les plus doués d'entre eux peuvent espérer faire face sans aucune aide à ces horreurs. Selon Elijah, le warp connut un développement parallèle à l'émergence de l'homme en tant qu'espèce dominante de la galaxie, et de même que les âmes des races psychiques sont liées au warp, leurs pensées et leurs sentiments s'y reflètent. Dans ses ultimes travaux, qui dégénèrent rapidement pour n'être plus que des divagations d'un dément condamné par son savoir, Elijah tente de décrire la nature des puissances du chaos et clame que dans les profondeurs du warp se sont formées des consciences, reflets des passions des jeunes races. Ces concentrations se fondent parfois en entités tirant leur force de l'expression de certaines émotions dans l'espace réel. Un grand nombre de ces êtres existaient dans le warp, certains finissaient par s'évanouir lorsque le sentiment associé à leur création disparaissait. D'autres ont cependant réussi à transcender les limites de leur naissance pour devenir davantage que le simple reflet de la psyché des mortels, et il leur est devenu possible d'inspirer les émotions leur ayant donné vie. Ceux-ci sont les dieux du chaos, des entités incompréhensibles et terrifiantes qui constituent la menace ultime pour le salut de l'âme. Les plus grands périls et les plus grands espoirs pour l'humanité résident dans le warp, d'où elle peut extraire une puissance infinie. Cependant, sa propre présence dans ce vaste royaume, aussi insignifiante soit-elle, attire l'attention des prédateurs qui s'y terrent, et tant que la race humaine n'aura pas pris la pleine mesure de son potentiel, elle ne cessera d'être la proie des forces du chaos, manifestation de ses propres faiblesses. Et l'énergie illimitée du warp continuera de se manifester aux frontières de la perception humaine, alimentant la flamme sombre qui brûle dans l'âme de chacun. Voyager dans le warp. Un vaisseau entre dans l'immatérium en activant ses réacteurs warp. Il quitte alors l'univers matériel et réapparaît en un point correspondant de l'espace warp, puis se laisse porter par les marées et les courants du warp. Après avoir voyagé de cette manière durant le temps nécessaire, il utilise à nouveau ses réacteurs warp pour revenir dans l'espace réel. Du fait que l'univers matériel et le warp se déplacent relativement l'un à l'autre, le vaisseau réapparaît en un nouveau point, à plusieurs années-lumière de son point d'entrée. On dit qu'il a effectué un saut ou une étape, et la manœuvre d'entrée et de sortie est connue sous le nom de transit, décalage ou translation. On voyage généralement en effectuant une succession de sauts de 4 à 5 années-lumière chacun. Au-delà de ces distances, le saut warp devient imprévisible et dangereux, car les marées du warp ondoient et sinuent de manière aussi complexe qu'incohérente.
Les vaisseaux qui tentent des étapes plus longues sont généralement considérablement déviés de leur trajectoire. Si tous les voyages dans le Warp devaient être soumis à ces restrictions, l'humanité n'aurait jamais pu se répandre aussi largement dans la galaxie qu'elle n'a pu le faire. Il est possible d'effectuer des sauts plus longs en gouvernant un vaisseau si l'on est capable de percevoir les courants de l'immatérium et de les exploiter et d'épouser leur déplacement afin de diriger le vaisseau vers un point donné dans l'univers matériel. Seuls les représentants de la race mutant humain, connus sous le nom de navigators, sont capables de piloter un vaisseau dans le Warp de cette manière. Certains individus sont sensibles aux fluctuations de l'espace Warp. Ils peuvent par exemple sentir l'approche d'un vaisseau avant que celui-ci ne translate hors du Warp pour réapparaître dans l'univers matériel. En règle générale, chez les humains, la sensibilité au Warp n'est pas un trait extrêmement répandu. Toutefois, chez une minorité d'individus, cette réceptivité est très affûtée. Ces individus sont appelés Psykers. Ils sont capables de contrôler et d'utiliser consciemment l'énergie du Warp pour affecter l'univers matériel. Les navigateurs possédant des dons particuliers et des pouvoirs leur permettant de gouverner les vaisseaux dans le Warp. L'Astronomicon et le Warp. C'est sur Terra que l'on trouve le hall de l'Astronomicon, où le signal psychique utilisé par les vaisseaux spatiaux de l'Imperium pour traverser sans encombre l'espace est généré par la concentration mentale ininterrompue de milliers de Psykers de l'Adeptus Astronomica. C'est grâce à ce signal que les navigateurs peuvent diriger leurs vaisseaux sur de longues distances. Les membres de l'Adeptus Astra Telepathica travaillent en collaboration étroite avec ces derniers. Ce sont des astrotélépathes doués qui usent de leur étrange pouvoir pour communiquer avec leurs semblables dans l'Imperium où qu'ils soient, et ce malgré les immenses distances qui les séparent. Ces Psykers ne sont pas les seuls à dédier leur vie à l'Imperium. L'Empereur n'est pas un homme ordinaire et il ne peut se nourrir que d'une seule façon, en absorbant les énergies spirituelles des êtres dotés de pouvoirs psychiques. Des centaines meurent chaque jour dans ce but, mais les prêcheurs du Ministorum enseignent qu'il s'agit là d'un maigre prix à payer et ceux qui doivent mourir le font avec joie. Très puissant aux environs de Terra, le signal de l'Astronomicon s'affaiblit graduellement plus on s'éloigne. Il se diffuse sur une zone sphérique d'à peu près 50 000 années-lumière de diamètre. Il ne s'étend pas jusqu'aux extrêmes limites de la galaxie et, du fait que Terra est située dans l'ouest galactique, n'atteint pas une immense portion des régions orientales de la galaxie. En outre, sa portée et sa puissance ne sont pas constantes et il arrive qu'il soit étouffé par certaines perturbations localisées du Warp. Ces perturbations sont comparables aux ouragans qui agitent l'atmosphère d'une planète, on les appelle d'ailleurs des tempêtes Warp. Elles peuvent être si violentes et si persistantes que des systèmes stellaires entiers peuvent se retrouver isolés durant des centaines d'années. En plus d'obscurcir le signal de l'Astronomicon, les tempêtes Warp sont également très dangereuses pour les vaisseaux qui voyagent dans leur voisinage. Aucun vaisseau spatial ne peut espérer s'aventurer à l'intérieur d'une tempête Warp et survivre, bien que certaines histoires parlent de vaisseaux miraculeusement rescapés ou catapultés à des dizaines de milliers d'années-lumière de leur trajectoire initiale. De plus, les tempêtes ne sont pas les seuls dangers qui guettent les vaisseaux dans le Warp, car il est habité par des énergies conscientes et d'autres formes de vie immatérielles, des créatures constituées de la matière changeante du Warp lui-même. Rares sont les entités amicales, et la plupart sont franchement hostiles. Les tempêtes Warp. On peut comparer le Warp à un océan. Il possède ses courants, ses zones de calme, ses tourbillons et ses tempêtes. Des ouragans se déchaînent dans ces étendues immatérielles, éparpillant les vaisseaux incontrôlables sur des années-lumière et broyant tout sous son impitoyable débauche d'énergie. En plus de mettre en péril physiquement et mentalement ceux qui sont pris dedans, ces véritables cyclones masquent l'Astronomicon et compliquent toute navigation lorsqu'ils ne la rendent pas totalement impossible. Bien que cela ne soit pas prouvé, on murmure que certains y survivent et il existe des récits parlant de vaisseaux rejetés à des années-lumière de leur trajectoire, loin dans le passé ou dans le futur. Ces vaisseaux sont condamnés à errer à jamais dans les étoiles sans aucune chance de retrouver leur route. Des mondes entiers peuvent être coupés du reste de l'Imperium par des orages Warp qui peuvent durer des mois, des années ou des siècles. Ces tempêtes apparaissent subitement et n'importe où, submergeant planètes et étoiles pour une durée inconnue. Certaines perturbations sont permanentes, d'autres sont très brèves et ne durent que quelques mois, n'empêchant pas les voyages spatiaux même si elles les rendent assez dangereux.
Les vaisseaux de l'Imperium profitent de brefs instants de calme pour passer, lever les impôts et recruter de nouvelles troupes pour les flottes et les armées. De nombreux mondes ne sont que vaguement conscients de l'existence de l'Imperium. Ce n'est qu'un nom présent dans quelques légendes parlant d'un puissant empereur et de ses armées qui veilleront jusqu'au jour du jugement dernier. Les orages ne sont pas les seuls dangers du Warp. Tout comme l'espace réel, le Warp est habité. Des énergies conscientes et des formes de vie immatérielles y résident. Ces créatures sont nées des énergies capricieuses du Warp. Très peu sont amicales, la plupart sont hostiles. Ces derniers agissent sur les pensées et les émotions de ceux qui vivent dans l'univers matériel et, en les possédant, nourrissent leurs ambitions démentes de pouvoir et de conquête. Les glissements du temps. Les variations temporelles sont considérables entre l'espace réel et l'espace warp. En plus du fait que le temps s'écoule différemment dans l'un et dans l'autre, il s'écoule également de manière variable. Tant qu'un vaisseau n'a pas terminé son saut, son équipage ne peut connaître la durée réelle du voyage qu'il vient d'effectuer. Le temps qui s'écoule dans l'espace réel est appelé durée réelle, tandis que celui qui s'écoule à bord du vaisseau est appelé durée warp. La navigation dans le warp. Dès qu'un vaisseau active ses réacteurs warp, il plonge dans une dimension très différente de l'univers matériel. Pour plus de clarté, on peut imaginer le warp comme un espace saturé d'une énergie relativement dense, presque liquide, dépourvu d'étoiles, de lumière et de vie, au sens que nous accordons habituellement à ce mot. Une fois dans cet univers parallèle, un vaisseau peut se déplacer grâce à ses réacteurs principaux, en suivant les puissants tourbillons et les courants du warp, afin de se diriger vers un point warp correspondant à une destination dans l'espace réel. L'une des grandes difficultés de la navigation découle du fait qu'il est impossible de détecter le défilement spatial de l'espace warp autour du vaisseau, une fois que celui-ci y est plongé. Le vaisseau ne peut qu'avancer à l'aveuglette et son équipage ne peut qu'espérer qu'il se déplace dans la bonne direction. Plus un vaisseau passe de temps dans le warp, plus il a de chances de croiser un courant inattendu capable de le détourner de sa trajectoire sans que nul ne s'en aperçoive. Il existe deux manières de naviguer dans le warp: en effectuant des sauts programmés ou en pilotant le vaisseau durant le saut. Tous les réacteurs warp sont dotés d'instruments de navigation intégrés. Lorsque le vaisseau se trouve dans l'espace réel, ces appareils enregistrent les fluctuations incessantes de la région du warp qui correspond à la position exacte du vaisseau. Cette fenêtre permet de voir l'espace warp. Par l'observation des mouvements du warp, il est possible de calculer la trajectoire, les corrections et les manœuvres nécessaires et la durée approximative du voyage jusqu'à la destination désirée. Ces calculs reposent sur l'hypothèse que les courants warp observés depuis l'espace réel ne se modifieront pas de manière significative durant le voyage. Cette méthode est celle des sauts programmés, mais elle n'est pas sûre au-delà de 4 années-lumière par saut. Plus le saut est long, plus les risques de variation significative des courants warp deviennent importants. La seconde méthode de navigation warp, et de loin la plus sûre, consiste à piloter le vaisseau. Elle repose sur deux éléments essentiels, le navigator et la balise psychique de l'Astronomicon. L'Astronomicon est émis depuis Terra. Il est contrôlé et dirigé par la puissance psychique de l'Empereur et pénètre jusque dans le warp. Le navigator est capable de recevoir ce signal et de l'utiliser pour piloter un vaisseau dans le warp en compensant les éventuelles variations des courants au fur et à mesure de sa progression. Cela permet de couvrir des distances beaucoup plus importantes que lors d'un saut programmé. En règle générale, les navigateurs n'effectuent pas de sauts de plus de 5000 années-lumière, mais il y a déjà eu des cas de sauts plus importants. Un voyage interstellaire typique pourrait, par exemple, commencer sur un énorme vaisseau de fret, attendant à son point d'ancrage orbital au-dessus d'une planète impériale. Une multitude de navettes, minuscules par comparaison avec ce mastodonte, s'affaireraient à transférer de précieux minerais, des denrées alimentaires, des membres d'équipage et des objets manufacturés depuis le monde qui tourne lentement en dessous. Les procédures de chargement prennent parfois des jours, voire des semaines, et les navettes vont et viennent inlassablement afin de remplir les immenses soutes du cargo. Une fois le chargement terminé, le colossal bâtiment quitte lentement l'orbite puis accélère, propulsé par ses puissants réacteurs principaux. Il prend alors la direction de la limite du système planétaire en accélérant très progressivement. Bien que ces réacteurs soient capables de fantastiques accélérations, les risques de collision avec des débris interplanétaires sont très élevés si le vaisseau accélère trop tôt ou de façon trop puissante.
Tandis que l'étoile du système diminue dans son sillage, les débris deviennent de moins en moins nombreux et la vitesse du vaisseau finit par avoisiner 1% de la vitesse de la lumière. Après plusieurs semaines de voyage, le vaisseau atteint enfin son premier point de passage, la limite de saut, qui dessine la circonférence d'un cercle autour de l'étoile du système et qui marque la frontière au-delà de laquelle la densité de débris interplanétaires tombe au-dessous de la densité warp maximum. Une fois cette frontière invisible franchie, il est possible d'activer les réacteurs warp sans danger. Un équipage suffisamment fou ou stupide pour activer prématurément les réacteurs warp peuvent se considérer comme chanceux si son vaisseau est simplement catapulté à des milliers d'années-lumière de sa trajectoire initiale. Toutefois, il est plus probable que le vaisseau serait simplement déchiqueté et anéanti et que plus personne n'en entendrait parler. Dès l'activation des réacteurs warp, le vaisseau disparaît de l'univers réel et pénètre dans la dimension de l'espace warp. Son véritable voyage interstellaire vient de commencer. Les bâtiments qui voyagent dans l'Empyrine le font en effectuant des sauts dont l'amplitude varie et peut aller jusqu'à 5000 années-lumière. En règle générale, seuls les voyages les plus longs nécessitent plus d'un saut. Même ainsi, il s'écoule presque 2 semaines à bord du vaisseau avant que celui-ci ne soit prêt à achever son saut. Pendant ce temps, à cause des fluctuations temporelles de l'espace warp, plus d'une année s'est écoulée dans l'univers réel. Le vaisseau réapparaît dans l'univers réel juste avant la limite de saut du système planétaire qui est sa destination. Avec un peu de chance, il émergera tout près. Dans le cas contraire, il lui faudra peut-être plusieurs semaines supplémentaires pour atteindre les planètes inférieures du système. Il est toujours sage de tenir compte d'une distance de sécurité lorsqu'on effectue un saut en direction d'une étoile. Une translation dans l'espace réel à l'intérieur de la limite de saut aurait les mêmes conséquences que l'activation prématurée des réacteurs warp en quittant un système. Ce genre d'erreur se termine pratiquement toujours par un désastre. Le vaisseau est enfin prêt à entreprendre la dernière partie du trajet. Il commence par signaler sa présence aux autorités de sa planète de destination et par déterminer ses nouvelles coordonnées temporelles. Dans l'espace warp, l'écoulement du temps est si différent de celui de l'espace normal que l'équipage ne peut savoir si le voyage a pris quelques mois ou quelques années. À son arrivée, le vaisseau se déplace approximativement à 1% de la vitesse de la lumière, puis il décélère progressivement en arrivant dans les régions internes du système plus denses. Finalement, il atteint sa destination et des essaims de navettes se rassemblent à nouveau autour de sa coque, chargeant et déchargeant ses marchandises et ses passagers en préparation de son trajet suivant. Les voies navigables du warp. En théorie, il est possible d'aller partout en passant par l'immatérium. Toutefois, les marées du warp sont changeantes et certains systèmes plus accessibles que d'autres. Par ailleurs, les sauts warp les plus courts sont aussi les plus précis. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de déplacer une flotte importante qui peut se retrouver dispersée sur plusieurs années-lumière au cours des voyages les plus longs. Il existe des voies navigables, connues depuis longtemps et précisément cartographiées, qui relient entre certains systèmes planétaires ou des régions entières. Elles constituent des passages relativement sûrs au comportement prévisible utilisé pour la majorité des transports. Les portes warp. Une porte warp est un point dans l'espace réel, qui est relié à un autre point de l'espace réel par un tunnel traversant l'espace warp. Pour des raisons inconnues, ces tunnels semblent protégés contre les perturbations ordinaires de l'espace warp, permettant ainsi ceux qui les empruntent de traverser le warp en un temps déterminé et en une parfaite sécurité. Leur présence et les conditions de leur apparition restent assez mystérieuses et suscitent d'âpres débats entre ceux qui prétendent qu'elles sont artificielles et ceux qui soutiennent qu'elles sont d'origine naturelle. Si elles sont artificielles, nul ne saurait dire qui les a fabriquées et dans quel but. Pour compliquer encore les choses, certaines de ces portes ont été artificiellement améliorées et leur ouverture soulignée d'appareillages mécaniques dont la fonction exacte fait l'objet de nombreuses spéculations, tandis que d'autres ne sont que de simples trous noirs dans l'espace. Ces portes warp existent dans les régions les plus reculées de l'espace, mais aussi en lisière de systèmes planétaires et même sur des planètes. Les plus impressionnantes sont assez vastes pour accueillir un vaisseau spatial sans difficulté. Elles sont habituellement situées à l'orée d'un système stellaire ou parmi ses planètes extérieures. Certaines sont juste assez grandes pour permettre le passage d'un petit véhicule, ou parfois d'une créature de taille humaine.
Celles-ci se trouvent le plus souvent à la surface d'une planète et conduisent directement à l'autre porte située elle aussi à la surface d'une autre planète. Ces portes sont rares, et les plus petites sont les plus rares de toutes. Les portes planétaires sont souvent camouflées ou ne répondent qu'à une stimulation électrique, psychique ou d'une autre nature, ce qui tendrait à indiquer une certaine volonté de les dissimuler de la part de leur créateur. Toutes les races spatiales sont disposées à utiliser ces portes lorsqu'elles les découvrent, mais il faut savoir que certaines mènent à des destinations dangereuses. Nombre d'entre elles semblent défectueuses et peuvent relâcher un vaisseau n'importe où dans le warp. D'autres mènent à des endroits qui furent peut-être autrefois des systèmes stellaires ou des planètes, mais qui ne le sont plus aujourd'hui, ne laissant que le vide intersidéral à leur place. Il faut également envisager la possibilité d'émerger au beau milieu d'un lointain empire xénos hostile. Certains vaisseaux, disparus après avoir été avalés par une porte, ont pu être transportés très loin au-delà de la galaxie. Ces portes warp sont souvent des artefacts extrêmement importants pour qui les détient et sont considérés comme des atouts stratégiques vitaux pour l'Imperium. Les commandants impériaux et toutes sortes d'autres puissances rivalisent pour le contrôle de ces portes lorsqu'ils s'en trouvent dans leur sphère d'influence. Et ces reliques sont souvent lourdement défendues contre d'éventuelles attaques. Les portails warp. Un portail warp est un point de l'espace où le warp et l'espace réel se touchent, formant une entrée ou une sortie stable dans l'espace warp. Il n'est pas nécessaire d'activer un réacteur warp pour entrer dans le warp de cette manière. Mais un vaisseau ne possédant pas de bouclier warp risque de ne pas survivre très longtemps à son incursion dans l'Empire Green. Ces portails ne mènent pas un tunnel, et les vaisseaux qui les traversent sont immédiatement entraînés par les courants du warp. En manœuvrant avec précaution, il est possible de retourner dans l'espace réel en repassant le même portail. Comme dans le cas des portes warp, nul ne connaît la nature exacte de ces portails et personne ne sait s'ils sont le résultat d'un simple accident naturel ou s'ils ont été ouverts dans un but précis et secret. Certains xénos les utilisent pour passer de l'espace warp à l'espace réel, particulièrement les créatures connues sous le nom d'asservisseurs qui vivent dans l'immatérium lui-même. Comme les portes warp, on les trouve dans toutes sortes d'endroits et ils apparaissent parfois à la surface d'une planète. Certaines sont faites d'une matière physique bien définie, tandis que d'autres sont invisibles ou prennent la forme d'un trou dans le sol ou d'une caverne béante et sombre. Ces portails peuvent cependant avoir une certaine utilité. Il existe quelques archives relatant l'aventure de vaisseaux, prisonniers de l'immatérium à la suite d'une avarie sur leur réacteur warp et promis à une mort certaine, qui ont pu réintégrer l'espace réel après avoir fortuitement découvert un portail warp. Les créatures du warp. Les habitants de l'Empire sont aussi étranges que dangereux. Certaines de ces horreurs sont totalement prisonnières du warp, mais elles présentent quand même une véritable menace pour l'humanité. En plus des dangers ordinaires de la navigation dans le warp, les vaisseaux qui s'y déplacent peuvent être attaqués par de malveillantes entités désireuses de se repaître de l'énergie vitale de leurs passagers. Pour la défendre des prédateurs en maraude, les technoprêtres d'un vaisseau élèvent des remparts de protection autour de sa coque grâce à un appareil connu sous le nom de générateur de champ de Geller. Dans l'immatérium, un humain sans protection peut être possédé par des entités maléfiques ou être poussé à la folie par cet environnement fantomatique. Certains disparaissent sans laisser de traces, tandis que des hordes de fous furieux saccagent le vaisseau, courant de passerelle en passerelle, plongés en plein cauchemar éveillé, assassinant tout ce qui bouge en s'entretuant. On a vu des vaisseaux émerger du warp, physiquement intacts, mais totalement vidés de leur équipage et passagers. Ces vaisseaux fantômes sont nombreux à dériver dans la galaxie et leur apparition est considérée comme un très mauvais présage par ceux qui les croisent. La puissance de certaines entités du warp s'étend jusque dans l'univers matériel. Certains ne sont que des prédateurs sans intelligence ni conscience, avides de dévorer les âmes des vivants, uniquement préoccupés d'apaiser leur soif insatiable et d'absorber l'essence vitale des mortels. D'autres sont doués d'une conscience plus éveillée et sont animés d'un inextinguible désir d'accéder au monde matériel, désireux de pénétrer le monde physique, mais sont incapables de s'y maintenir bien longtemps. Ces créatures s'insinuent dans l'âme des humains et les soumettent à leur volonté afin qu'ils les aident à créer des circonstances favorables qui leur permettront de traverser le pont qui sépare les deux royaumes et d'entrer dans le domaine du matériel. Ces communautés entières,
parfois même des mondes, peuvent être asservis à ces capricieuses entités parasites qui peuvent alors prospérer grâce à la suprématie et au contrôle qu'elles exercent. Les autorités impériales sont constamment sur le qui-vive et traquent ces étranges entités pour les détruire quand elles le peuvent et affaiblir leur emprise sur l'univers réel partout où cela est possible.